Là, on rentre tout de suite sur un cas très concret et absolument passionnant autour de ce qui se passe à l'EM Lyon. Pardon, l'EM. Ils sont là, Oh, à l'EM Lyon. Je suis désolé. Le Normandie. Non, alors là, moi, le breton, c'est sans doute ça qui. Je retiens. Avec un vrai cas d'usage de ce qui se passe dans la collaboration entre une entreprise, EdTech, et une équipe pédagogique, une direction pédagogique, pour pouvoir voir comment une solution copilote amène la puissance de l'IA, non pas simplement en tant qu'outil, mais en tant que transformation des pratiques. Voilà. Alors, je vais vous laisser vous présenter et vous allez nous parler de ce qui se passe réellement. Ok. Vas-y Olivier, c'est toi aujourd'hui. Alors, moi, ma présentation va être courte. Olivier Lamiraud. Donc moi, je dirige le service innovation et technologie éducative d'une école qui est l'EM Normandie Business School. Et on va regarder un petit peu ce qu'a été notre expérience et nos projets de développement en intégrant les dispositifs et les outils EdTech. Exactement, donc merci Olivier. Alors je ne sais pas si on a une slide après avec les différentes... Non, mais on va aller directement dans la formation. Donc on a le privilège, merci Olivier de nous avoir fait confiance et d'avoir lancé ce projet-là. Donc nous, on est de la société EdTech avec mon associé Mathieu. Donc moi, on est cofondateur, je suis le président, Mathieu est le directeur technique. Donc c'est surtout en fait à lui que vous allez poser des questions. Nous, on est plutôt accompagnateurs et c'est Olivier qui va présenter l'intégralité du projet. Mais donc on a eu vraiment la chance de pouvoir être embarqué sur ce projet qui intègre énormément d'intelligence artificielle et qui fait le meilleur de l'usage de notre copilote IA qui va être présenté juste après. Il faut se replacer à ce qu'on avait il y a à peu près 2 ans sur les manières dont on exerçait nos métiers d'ingénierie pédagogique, d'accompagnement des enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur et dans beaucoup d'autres établissements d'ailleurs. Et quand est arrivé ces outils dits d'intelligence artificielle et d'IA générative, en fait, on a tout de suite été interpellé par certaines capacités, curieux, interpellés, et on s'est mis à tester. Et tester, eh bien, c'est vu qu'on pouvait changer très rapidement nos façons de faire, nos façons d'agir. Et progressivement, mais quand je dis progressivement, c'est pas de mois en mois, c'est quasiment de jour en jour, ça a été une prise de conscience forte de la nécessité en fait de réinventer notre métier, car ne pas le réinventer, c'était certainement à un moment donné, un moment très rapide. Vous voyez à quelle vitesse les technologies évoluent, de devoir se réinventer rapidement pour rester en fait dans un mouvement, dans une évolution à la fois pédagogique et technologique, pour que nos établissements, et en tout cas notre établissement, puisse rester, je dirais, dans le haut, dans ceux qui peuvent être parmi les premiers à déployer des dispositifs de formation. Donc ça nous a amené à réinventer notre façon de travailler. 2 ans après, on ne travaille plus de la même façon. 2 ans après, on a réinventé nos processus de travail. On ne produit plus de la même façon. On n'achète plus la même chose. On travaille différemment avec les enseignants. Les enseignants commencent à percevoir tout l'enjeu que cela a pour leur métier. Car pour leur métier, ils prennent conscience, quand ils touchent à des outils comme l'outil EdTech, ils prennent conscience que ils ne vont pas travailler de la même façon. Et travailler différemment, c'est apprendre. Et parmi les éléments qui sont importants, c'est la prise de conscience en fait que la machine va pouvoir aujourd'hui récupérer une importante partie de ce qu'ils étaient en capacité de faire jusqu'à présent, et je dirais presque, par moment, de le faire mieux. Et tout ça, c'est une vraie prise de conscience qui fait que les uns et les autres, progressivement, acceptent de travailler différemment et les outils s'intègrent. Alors, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, de la part des enseignants, la peur de se faire remplacer par l'outil? Mais je pense que la peur, elle est toujours là. Et je pense qu'ils ont raison de l'avoir. On voit que progressivement, les outils, je le disais précédemment, ils évoluent vraiment très vite. Et chaque jour apporte des nouveautés. Et ces nouveautés montrent à la fois du qualitatif, de la volumétrie et de l'économie d'échelle. Donc quand on prend ces 3 éléments, on se dit que oui, il faut y passer. Et puis quand même, dans les organismes de formation et les écoles comme les nôtres, on a un souci premier qui est la qualité de la formation. Et en fait,
un des éléments forts, c'est qu'on va récupérer beaucoup de temps formateur pour travailler la qualité de l'accompagnement pédagogique. Voilà, parce qu'alors, c'est la question. Cette qualité, comment est-ce que vous la développez et comment est-ce que vous réinvestissez ce temps gagné? Puisque par effet mécanique, on récupère du temps, on gagne du temps. Pourquoi en faire? Quand on est sur un établissement, aujourd'hui on est 6 campus à travers le monde, 6 campus, 7000 étudiants, et on travaille avec un panel de 1000 formateurs, et on cherche donc à déployer en fait la possibilité pour chaque étudiant de pouvoir suivre sa formation là où il a envie de la suivre, au moment où il a envie de la suivre. Et pour ça, il faut qu'on ait la flexibilité, la capacité à être totalement ouvert pour que l'étudiant puisse accéder en permanence au même dispositif de formation partout où il se trouve, et de pouvoir y accéder de façon la plus complète possible, la plus opérationnelle possible, la plus complète possible. Et c'est ce qu'on arrive à faire en fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et copilote. En fait, c'est qu'on arrive à intégrer, à générer du contenu de façon très rapide, et tout ça nous permet en fait de travailler différents éléments pour nous très importants. C'est vraiment sur la qualité pédagogique, avec pouvoir générer en fait des contenus de façon très différente, de façon variée, de pouvoir s'adapter au parcours de formation de nos étudiants. C'est-à-dire, c'est plus une personne, une formation, c'est une personne, sa formation. Donc déjà, c'est un postulat de départ qui est radicalement différent. Et des contenus qui évoluent en plus. Eh ben oui. Et c'est-à-dire qu'on n'a plus le souci de faire l'update, c'est-à-dire que l'update, et c'est ce dont on va parler un petit peu après, en fait, on va l'automatiser. Voilà, on va l'automatiser. Alors, on l'automatise, mais pas complètement. C'est-à-dire, on va aller au maximum de ce qu'on est capable d'automatiser aujourd'hui, avec toujours une supervision humaine, le temps que cette supervision humaine va être nécessaire, et de pouvoir, c'est la question que vous posiez, redéployer pleinement le temps économisé, mais ce temps économisé par le formateur en temps de préparation, il est considérable. Hein, c'est pas je gagne 1 heure, hein, je gagne des dizaines d'heures de préparation de mes contenus, et en plus j'ai du volume, j'ai de la variété, j'ai de la qualité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tous les critères qui sont importants dans un dispositif de formation qu'on va pouvoir médiatiser. Alors le dispositif que nous avons et que nous travaillons actuellement avec EdTech, c'est celui-là. C'est que chacun d'entre nous, on dispose d'une base de données qui est colossale. Et plus on avance dans le temps, et plus nos bases de données sont pleines d'informations, de traces pédagogiques. Et donc la première idée, c'était de tout mettre dans un entrepôt de données. Donc toutes nos données sont mises dans un entrepôt unique. Ce qui permet ensuite, à partir de nos différents outils, de pouvoir venir aller attaquer cet entrepôt de données pour en tirer le meilleur parti. Donc notre entrepôt de données, c'est des données administratives, ça va être des données sur les syllabus, mais aussi on a tout un processus qui est en place depuis plusieurs années où on enregistre systématiquement tous les cours de l'école, sur tous les campus. Donc on a des téraoctets de données de vidéos qui sont enregistrées chaque année. Donc tout ça, c'est dans l'entrepôt de données. Et on va confier la chose à l'entrepôt de données. Les données, on les confie donc à Copilote, EdTech, pour pouvoir derrière le faire traiter et générer quelque chose. Et la chose qu'on va générer, en fait, c'est des parcours de formation. C'est toute la puissance de l'outil, c'est-à-dire on donne une matière brute, une matière première, et à la sortie, ce qu'on a, c'est en fait une progression pédagogique construite, avec tous les éléments dont on a besoin, les objectifs, tous les éléments auxquels vous pouvez penser lorsque vous faites une ingénierie pédagogique. En fait, vous les avez qui sont utilisés et qui sont ressortis en fait par les algorithmes. Une fois que l'outil a fait ce travail de génération de contenu, ça passe entre les mains de l'humain. Donc là, l'enseignant, alors chez nous on l'appelle le course leader, il a la responsabilité du contenu d'un ou plusieurs cours. Il va s'appuyer sur ce qui a été généré, il va regarder la création des séquences. Est-ce qu'il y a un bon rapport avec le syllabus qui a été élaboré préalablement? Et quand ça concorde, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on génère directement le parcours de formation sur la plateforme. C'est-à-dire on s'occupe de rien. Donc j'imaginez là aussi le temps économisé partout.
je vais faire une petite parenthèse là. C'est très important de bien apprécier cette étape. C'est pour ça que c'est un copilote pour le formateur. C'est pas faire à sa place, c'est un copilote pour pouvoir faire tout plein de choses en amont, qu'il puisse ensuite retravailler, qu'il puisse améliorer et qu'il vienne l'accompagner dans son processus de création de contenu. Alors, nos enseignants ont la main, ils récupèrent le contenu. Alors, pour ceux qui ont déjà vu les interfaces copilote, ils peuvent voir qu'à tout moment, on peut venir modifier, insérer, supprimer, compléter, régénérer. Donc, il y a toute la liberté, en fait, de bien peaufiner ses objectifs. Et une fois que c'est prêt, il appuie sur un bouton. Et le bouton, c'est « Je génère sur la plateforme de formation de l'école ». Voilà. Et là, ça arrive directement, en fait, sur la plateforme et c'est prêt à être utilisé par les étudiants. Donc, c'est important dans ce flux de voir qu'on part de données qui sont déjà des données existantes collectées. On a toutes les informations qui concernent l'étudiant, ce qu'il est, ses résultats, d'où il vient. Enfin voilà, on a toutes les informations qui le concernent. On a les cours auxquels il est inscrit. On a nos documents sources qui sont des documents de qualité, puisque ce sont des documents qui ont déjà été utilisés, voire des documents qui sont venus être agrégés. On regarde comment on peut s'appuyer également sur les librairies virtuelles pour intégrer des extraits de texte dans la moulinette. Et tout ça, en fait, ça part dans les algorithmes d'EdTech pour ressortir directement le cours qui va être construit. Est-ce que Mathieu, tu peux nous éclairer sur la confidentialité des données et sur la manière dont elles sont traitées et comment ce savoir-faire qui appartient à l'école et qui est vraiment son trésor, comment est-ce que ça c'est protégé bien que ça soit mouliné et transformé par les algorithmes? Alors, il y a plusieurs choses. On voit que c'est une boucle. C'est une boucle et je vais la détailler. La première chose, c'est que EM Normandie va nous envoyer, depuis son entrepôt de données, un syllabus, un cahier des charges, finalement, pour produire du contenu. Ça, ils vont nous contacter de manière sécurisée, de serveur à serveur, et on va commencer à travailler. Nous, les IA, elles sont hébergées en France. Ce sont des modèles français, totalement sécurisés. On produit les contenus. Ensuite, la supervision est faite par les professeurs. C'est diffusé à l'apprenant. Et ensuite, pour finir la boucle et améliorer le contenu, on viendra récupérer de la trace apprenante. Et ça va passer par un data space européen. C'est le projet Prometheus X, qui est totalement sécurisé. C'est financé par la Commission européenne, qui permet pour nous de récupérer une information de manière sécurisée et de pouvoir finaliser cette boucle en respectant la sécurité, 1, des données qui sont propres à EM Normandie, 2, de la donnée personnelle relative aux apprenants. Donc le RGPD, pas de souci non plus. On est full RGPD et surtout, j'insiste là-dessus, on est en avance sur l'IA Act. On va plus loin que ce qu'il y a dans l'IA Act, étant donné qu'on sait, et en tout cas on a une envie de lois qui viennent sur cette partie IA, parce qu'on a une certaine éthique, c'est très important, et pour une fois, on n'est pas trop en retard. Donc c'est bien de pouvoir être en avance, de pouvoir être proactif, et c'est ce qu'on essaye de faire pour pouvoir montrer un maximum patte blanche, être auditable à n'importe quel moment sur ces sujets-là, pour pouvoir dire on va plus loin que l'IA Act, et si vous nous mettez de nouvelles contraintes, avec plaisir on les réalisera. Alors combien de temps il a fallu pour pouvoir faire cette transformation aussi conséquente au niveau des équipes, cette appropriation, cette mise en œuvre? C'est quoi? C'est des projets sur des années et des années? C'est quoi concrètement? Je ne sais pas si il faut poser la question comme ça, parce que l'IA telle dont on parle, elle a 2 ans d'existence. Le projet dont on parle, il a quelques mois. C'est-à-dire qu'un autre effet d'intelligence artificielle, c'est que les délais, en fait, se raccourcissent d'une façon assez incroyable. On n'est plus du tout, en fait, dans le même monde. Quand on devait produire un cours, avant l'IA, on était sur des... Alors, un ordre de grandeur, quand on produit un cours très élaboré, bien médiatisé, avec de l'achat de ressources à l'extérieur auprès de prestataires. En gros, les navettes, les itérations, création de contenu par un auteur, les ceci, les cela, je suis d'accord, les corrections, etc. Pour nous,
c'est 12 mois. Et je crois qu'en règle générale, sur un projet de médiatisation de formation, pour un ensemble de formation d'une vingtaine d'heures, d'une trentaine d'heures, on est à peu près sur ce rythme-là. On passe de 12 mois, j'ai envie de dire, à quelques heures. Et quand je dis quelques heures, c'est pour dire on peut être à peu près sur 30 heures, quand tout l'ensemble des parties prenantes investies dans le dispositif fonctionne correctement. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et c'est ça dont il faut prendre conscience dans nos organisations, c'est que si on n'est pas dans ces logiques-là, en fait, on peut être très vite sorti certainement en fait d'une concurrence, d'un marché, puisqu'on ne va pas avoir la réactivité suffisante pour pouvoir travailler et produire les contenus attendus par des clients. Là, et c'est même pas un défi, parce que on n'est même pas certain qu'on aura besoin de 20 nuits, peut-être moins. C'est ça qui est incroyable, parce que le 20, c'était au début du projet, Mathieu. Peut-être que tu peux dire que ça sera encore mieux. Je vais détailler cette première ligne parce que on a une verticale qui est très importante chez nous, c'est Ethic First. Et c'est très important, à la fois sur le fait d'avoir une IA éthique, mais également des systèmes d'IA, c'est énergivore, ça consomme. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Olivier, avec le M Normandie, c'est que ce projet nous intéressait beaucoup, mais d'un commun accord, on était d'accord sur le fait qu'il ne faut pas que ça ait un impact négatif non plus. D'où le fait de faire tourner ces algorithmes-là la nuit, c'est plus facile à rafraîchir, donc moins énergivore. Et en plus de ça, on allume une machine, on fait traiter tout le batch qui est nécessaire, donc elle est consommée à 100%, elle ne consomme pas d'énergie à ne rien faire, elle est consommée à 100%, puis on l'éteint. Et c'est terminé. Donc finalement, on utilise ce dont on a besoin, au moment où on en a besoin, pour pouvoir produire ce type de contenu. Et ça, c'était très important pour nous, parce que du coup, on a cette verticale éthique et avec une trace exacte de la consommation énergétique pour la production de ces contenus. Voilà, maintenant, dans vos organisations respectives, vous vous dites, j'ai tant de cours à produire dans l'année, je dois le faire chaque année, et regardez le temps que ça peut consommer. Et là, sur un premier jet, si vous vous rappelez le schéma, hein, un premier jet, on est en quelques heures, on a les éléments. C'est complètement déroutant. D'abord déroutant, c'est impressionnant et il faut vraiment qu'on intègre ça et intégrer ça avec les équipes, effectivement. Parce que derrière, il faut que toute la boucle suive, la supervision, le contrôle, validation, voire des correctifs aussi pour arriver en fait au résultat qualitatif attendu. Hein, ça, c'est vraiment. Alors, ce qui est très surprenant, alors je pense que ça reste surprenant, en tout cas je le dis comme ça, c'est que l'étonnement qui reste encore aujourd'hui, c'est la qualité de ce qui est produit sur le fond. C'est-à-dire que sur les matières que nous enseignons, voilà, on est surpris encore du fond produit. C'est qualitatif, il y a la matière. Après, on peut jouer avec cette matière, on peut l'enrichir encore, on peut la complexifier, on peut jouer sur les niveaux de formation. En fait, c'est quand même très bluffant. Est-ce que vous commencez à avoir des retours de la part des apprenants? Parce que ce sont eux qui nous intéressent quand même en premier lieu. Là, ce qu'on est en train de faire, l'automatisation, c'est pour notre rentrée académique de septembre de cette année. Aujourd'hui, on est encore sur des productions manuelles à partir de Copilot et Tech. Donc oui, les premiers contenus sont distribués, ils sont en ligne. Alors c'est ce qu'on disait préalablement en fait. On a plus de variété, on a plus de choix, donc on est plus dans la différenciation pédagogique, on est plus dans l'individualisation. En fait, tous les critères que l'on vise sont là et avec beaucoup moins d'efforts. Hein. C'est-à-dire encore une fois, une petite équipe peut travailler beaucoup plus. Là pour nous, comme on dit, on a gagné 3 ETP en restant, je dirais, un périmètre constant. Donc c'est quand même très impressionnant. Et avec un saut qualitatif. Avec un saut qualitatif, puisque en fait, on a certainement plus de contenu et de contenu de meilleure qualité que préalablement. C'est comment on peut rompre cette représentation de l'usage du digital learning de manière globale qui a souvent une vocation à aller réduire les coûts et qui se traduit malheureusement par le passé souvent par une déperdition de qualité. Là, c'est exactement l'inverse. On réduit et on augmente la qualité. Moi, je pense qu'il faut... dans l'enseignement, il y a 2 choses. Il y a le contenu et il y a celui qui anime le contenu. Yes. Donc, il reste un rôle central de celui qui va être dans une salle de formation, qui va animer tout ce contenu, lui donner la dynamique,
pour que les choses se passent bien. Donc la qualité, c'est deux choses. C'est la qualité du contenu, le fond, la forme, et c'est aussi celui qui va l'animer. Donc il y a les trois éléments, et on conserve les trois éléments aujourd'hui. Donc on a récupéré, nous, beaucoup de temps sur la préparation, la création de contenu, et ce temps-là, en fait, on veut le redistribuer dans l'animation, justement sur le rôle de l'enseignant, pour qu'il puisse donner de l'animation, de l'engagement de l'étudiant, le mettre vraiment dans l'action. En fait, ce qui fait que l'apprentissage est qualitatif. De l'accompagnement. Ouais. Tout à Il ne fait. reste pas beaucoup de temps. On est presque au bout. Des questions dans la salle. Hop, je prends un micro. Bonjour, je travaille dans une... Bien, contre la... Si, il faut bien l'approcher. le poser. Ah, ok. Je travaille dans une autre grande école. Voilà, c'est bon. Oui, vraiment, comme ça. Il faut qu'il touche la bouche. Ah, Voilà. carrément. Ok, Voilà. d'accord. Donc, j'ai une question sur les évaluations et les corrections automatisées des examens. Est-ce que vous parlez uniquement des examens style QCM avec... non, Non. Par exemple, une étude de cas, l'étudiant peut écrire une réponse libre et vous la corrigez 100% avec l'IA. Non. Non. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Ça reste, il y a encore une certaine complexité parce qu'une copie, c'est une copie est différente d'une autre copie et quand vous en avez des centaines. En revanche, voilà, les technologies sont en train de se faire. Voilà. Ouais. Je vais compléter. Si vous parcourez un petit peu l'IA Act dans les grandes lignes, il y a plusieurs niveaux de risque concernant l'IA. Il y a le risque inacceptable. Bon, bah là, on liste rien. C'est juste, c'est inacceptable. Le deuxième risque, c'est le risque élevé. La Commission européenne a pris le temps de sortir 8 exemples du risque élevé. Le deuxième, c'est l'évaluation des formations, vraiment au sens évaluation et notation. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on génère des évaluations qui peuvent être pré-corrigées par l'IA, mais qui doivent être analysées par un formateur. Pour une raison simple, ni l'école, ni nous ne voulons nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la justice, et c'est normal que la Commission européenne ait identifié ça comme un risque, parce que à partir du moment où on met une évaluation, une appréciation, ça a un impact sur la personne, sur son accompagnement derrière. Mais on sait que un des effets les plus importants aussi de l'adoption de l'IA générative dans les pratiques pédagogiques va être une véritable transformation des modalités d'évaluation qui ne peuvent plus exister telles qu'elles étaient avant et qu'on va passer d'une évaluation du livrable, du produit, à une évaluation, ce qu'on appelle des 3P, du produit, du processus appliqué par l'élève, l'apprenant, et de la personne, c'est-à-dire de sa transformation elle-même au travers de ce cursus. Et c'est quelque chose qui va être absolument indispensable pour pouvoir aller... C'est la mesure de la compétence. C'est la compétence. On passe de quelque chose qui était de l'ordre de l'illusion, avec ses QCM et autre chose, à la compétence. Pour autant, pour être précis, sur une copie rédigée, oui, on y va. Clairement, on n'en est même pas loin. Une autre question? Oui, quelqu'un a le micro? Là, voilà. Ah. Il marche plus? Oui, merci. J'avais une question sur la mise à jour des documents, parce que là, vous nous avez présenté donc, la partie donc, base de données, et comment vous gérez ce gros volume de données. Est-ce que c'est avec Edcare ou vous faites-vous au niveau de l'EM Alors, je vais répondre. Bien sûr, ça c'est prévu. C'est-à-dire que vous avez vu notre élément, c'est une boucle. Voilà, donc ce qui est généré est dans notre processus école. Les syllabus sont revus tous les ans. Voilà, donc on a une actualisation des syllabus. Et ce que Mathieu va préciser, en fait, chaque année, on renvoie en fait dans les algos, en fait, les éléments de variation, enfin les nouvelles éléments. Les algos vont voir les éléments qui varient et ça va régénérer des éléments de contenu. Et par ailleurs, on a les traces d'apprentissage des étudiants qui, s'ils sont encore à l'école, vont pouvoir bénéficier de parcours adaptés selon ce qu'ils ont fait.
Exactement, je finis là-dessus. En fait, il va y avoir 2 améliorations du contenu venant de l'évolution du syllabus et venant de la trace apprenante, parce qu'on va détecter que finalement un sujet n'était pas assez approfondi parce qu'il a posé telle ou telle question. La réponse à la question, on l'a dans les documents sources, mais on l'a pas forcément dans le contenu, donc on va venir enrichir et améliorer le contenu.